Avant qu'Albertine m'eût obéi et m'eût laissé enlever ses souliers, j'entr'ouvrais sa chemise. Les deux petits seins haut remontés étaient si ronds qu'ils avaient moins l'air de faire partie intégrante de son corps que d'y avoir mûri comme deux fruits, et son ventre, dissimulant la place qui chez l'homme s'enlaidit comme du crampon resté fiché dans une statue décellée, se refermait à la jonction des cuisses par deux valves d'une courbe aussi assoupie, aussi reposante, aussi claustrale que celle de l'horizon quand le soleil a disparu. Elle ôtait ses souliers, se couchait près de moi. Proust, Consolation, 30. Je vais partir d'un échange que j'ai eu par mail ce matin avec un ami hors France, et qui me dit, j'en ai regardé quelques-unes, mais moi j'ai lu Proust, mais je me suis arrêté dans Sodome et Gomorrhe, je sais que je dois finir, alors je ne peux pas tout regarder parce que je ne veux pas spoiler. Alors, ce terme spoiler, bon, évidemment, il ne fait pas partie de l'époque de Proust. Je l'ai bien pris, ce truc, mais en même temps, ça interroge sur qu'est-ce qu'on fait ici. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans des incitations à lire Proust en donnant des repères ? Non, c'est pas comme ça que je m'y suis pris plein de fois avec mes étudiants. C'est plutôt forer des petites galeries et les galeries qu'on cherche pour soi. Est-ce que c'est même Proust ? Vous savez, ce texte de Julien Gras qui est affreux, qui s'appelle « Proust considéré comme terminus ». Il est affreux, mais attention, quand on choisit un obstacle de cette façon-là, Gras se définit lui-même par cette espèce d'opposition artificielle à Proust. Alors, est-ce que moi, mon terminus, c'est Proust ? Non, je pense que les questions, c'est pour ça que je m'autorise à faire des sauts vers le temps retrouvé, revenir en arrière, c'est des questions qu'on se pose, nous, sur le statut de l'écriture, le statut de la lecture, le statut du rêve. Et évidemment, comment construire un livre ? Quelles allégories, quelles métaphores, quelles techniques, quels héritages ? Et donc, là, pour moi, Proust, c'est comme une sorte de médiation. Et je crois que dans cette série de 29, puisque là, aujourd'hui, on est un petit peu à côté, c'est précisément nos questions sur écrire là, maintenant, qu'on cherche, et pourquoi ça ne spoile pas. Parce que dans Proust, il n'y a pas d'intrigue, tout est donné d'avance. Au bout du compte, le narrateur commence à écrire le livre qu'on vient de lire. C'est-à-dire, c'est comment on accède à soi-même en tant qu'écrivain. Ou comment on... Parce que c'est pas une démarche volontaire. La volonté, elle y est tout de suite. Elle est inopérante. Donc qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on défait pour que, quand tout semble perdu, impossible, à ce moment-là, non seulement l'écrivain émerge, mais il a déjà écrit le livre. C'est celui que vous avez lu. Donc je spoile pas. Mais après, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on explique, est-ce qu'on donne des repères, est-ce qu'on cartographie ? Non, c'est-à-dire que Proust, c'est des nappes où tout est tout le temps présent. Et aujourd'hui, c'est encore avec l'iPad, par exemple, j'ai entré ce mot « baiser ». Tout simplement. Mais les occurrences, elles vont du baiser de la mère, il y a les baisers de la grand-mère, les baisers de sa fiancée à Saint-Loup. C'est-à-dire que chaque nappe est là, et à l'intérieur des nappes, il y a des points d'intensité qui tous sont récurrents. Alors je me suis amusé. Alors là, par contre, j'ai pas trop le droit de le dire. J'ai entré, vous savez, comme au XVIe siècle, on faisait des blasons du corps féminin. Eh bien, j'ai inséré, là vous avez eu l'occurrence, sein, S-E-I-N-S, vous pouvez entrer ça, vous pouvez entrer lèvres, vous pouvez entrer ventre, vous pouvez entrer cuisse. Alors évidemment, si on le fait systématiquement, on fait un peu obsédé. Alors j'ai fait autrement autre chose. Je me suis dit, c'est pas comme ça. En plus, on retrouve même cuisse, vous allez trouver des cuisses de chevreuil, des cuisses de canard confites à un moment donné. Vous reprendrez bien de ces cuisses de canard confites, c'est pas ça qui nous avance beaucoup sur Marcel Charnel. Mais dans notre lecture de Proust, il y a cette espèce d'obsession charnelle. Et cette obsession charnelle, liée à la jalousie, liée à ce sentiment de la réalité, liée à la solitude même du narrateur, dans son sommeil, dans ses rêves, dans sa relation au réel, aux objets, c'est une nappe qui est en permanence associée au désir,
et un désir qui est aussi charnel dans la moindre chose, dans la moindre aspiration, même quand il suit la duchesse de Guermantes dans la rue, avec des êtres qui de toute façon n'entreront jamais en relation charnelle avec lui. Et par contre, dès qu'il y a Albertine, et le Albert dans Albertine, c'est ça aussi, cette mise en éloignement des gens, c'est comme si la question du genre, finalement, quand on traite l'homosexualité, et elle est traitée profondément, durement, et à mesure qu'il casse les cloisons parce qu'il n'en a rien à faire dans Sodome et Gomorrhe, la question va être abordée de plus en plus près, crûment, en particulier, même dans la première partie du Temps retrouvé, avec Robert de Saint-Loup, qui explique comment lui-même doit accepter ce qu'il se refuse, une homosexualité qui a toujours été déniée dans son parcours jusque-là. J'entre pas dans ces questions, qui s'appliquent à son propre corps, comme au corps qui vient toucher le sien, et à tous les modes d'approche ou de saisie du corps de l'autre. Là, on est dans cette nappe sourde, présente en permanence chez Proust, et qui de temps en temps transperce la surface avec des pics d'intensité. Alors plutôt que de faire mes petites manips de recherche par mots-clés, je suis simplement parti sur le contraire, c'est-à-dire mentalement me remémorer quels étaient pour moi, dans la relation narrateur-Albertine, les moments où émergeait cette question charnelle crue, comme dans le tout petit passage que je viens de vous lire. Je pensais que j'allais me concentrer sur 3 de ces passages. Alors en fait, il m'en est venu 4, parce qu'il y en a un qui s'est déplié. Genre, j'arrête avec les commentaires, et on va partir dans ces 3 passages. Et c'est pas, amis, rien spoilé de Marcel Proust, et c'est même pire que ça, parce que là, moi, je les recherche par occurrence, mais c'est là-dedans qu'il va falloir aller les rechercher. Et pour aller rechercher ces petits pics d'intensité, parce que c'est une question profonde de la structure de Proust, des figures comme une marqueterie, qui, à chaque point, le texte ne s'occupe que d'une chose. Donc quand ce motif transperce et arrive, il est complet, il est total. Mais aussitôt après, il se redissout dans la totalité des autres figures et réémerge. Donc pour les retrouver, il faudra bien prolonger ou reprendre la lecture. Allez, on se les prend. 3 brefs passages. C'est un peu la récompense, comme on est au 30. C'était un pouvoir d'apaisement tel que je n'en avais pas éprouvé de pareil depuis les soirs lointains de Combray, où ma mère, penchée sur mon lit, venait m'apporter le repos dans un baiser. Certes, j'eusse bien été étonné dans ce temps-là si l'on m'avait dit que je n'étais pas entièrement bon et surtout que je ne chercherais jamais à priver quelqu'un d'un plaisir. Je me connaissais sans doute bien mal alors, car mon plaisir d'avoir Albertine à demeure chez moi était beaucoup moins un plaisir positif que celui d'avoir retiré du monde où chacun pouvait la goûter à son tour, la jeune fille en fleurs qui, si du moins elle ne me donnait pas de grande joie, en privait les autres. L'ambition, la gloire m'eussent laissé indifférent. Encore plus étais-je incapable d'éprouver la haine, et cependant pour moi, aimer charnellement, c'était tout de même jouir d'un triomphe sur tant de concurrents. Je ne le redirai jamais assez, c'était un apaisement plus que tout. J'avais beau, avant qu'Albertine fût rentrée, avoir douté d'elle, l'avoir imaginée dans la chambre de mon Jouvin, une fois qu'en peignoir elle s'était assise en face de mon fauteuil, aussi, comme c'était le plus fréquent, j'étais resté couché au pied de mon lit, je déposais mes doutes en elle. Je les lui remettais pour qu'elle m'en déchargeât, dans l'abdication d'un croyant qui fait sa prière. Toute la soirée, elle avait pu pelotonner espièglement en boule sur mon lit, jouer avec moi comme une grosse chatte, son petit nez rose qu'elle diminuait encore au bout avec un regard coquet qui lui donnait la finesse de certaines personnes un peu grasses, avait pu lui donner une mine mutine et enflammée. Elle avait pu laisser tomber une mèche de ses longs cheveux noirs sur sa joue de cire rosée et fermant. Elle avait pu laisser tomber une mèche de ses longs cheveux noirs sur sa joue de cire rosée, et fermant à demi les yeux, décroisant les bras, avoir eu l'air de me dire « Fais de moi ce que tu veux ».
Quand au moment de me quitter, elle s'approchait pour me dire bonsoir, c'était leur douceur, devenue quasi familiale, que je baisais des deux côtés de son cou puissant, qu'alors je ne trouvais jamais assez brun, ni d'assez gros grains, comme si ces solides qualités eussent été en rapport avec quelque bonté loyale chez Albertine. C'était le tour d'Albertine de me dire bonsoir en m'embrassant de chaque côté du cou. Sa chevelure me caressait comme une aile aux plumes aiguës et douces, si incomparables l'une à l'autre que fussent ces doux baisers de paix. Albertine glissait dans ma bouche en me faisant le don de sa langue, comme un don du Saint-Esprit, me remettait un viatique, me laissait une provision de calme, presque aussi doux que ma mère, imposant le soir à Combray mes lèvres sur mon front. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait lu le texte sur les poiriers en fleurs, cette façon de Proust de jouer avec quelque chose de sériel, c'est reprendre exactement la même scène, mais la reprendre avec un grossissement supérieur. Alors dans le même passage, là on a ce baiser du soir, coquin, on est dans la prisonnière, en même temps il la séquestre, et en même temps il y a ces moments de fusion, et puis on va le rejouer avec un grossissement supérieur. C'est-à-dire que la langue du livre, là on a la langue d'Albertine dans sa bouche, eh bien ma langue passait sa vie dans sa bouche, il écrit un peu plus loin dans le même passage. Voilà ce que ça va devenir quand c'est le livre qu'on intercale entre soi-même et l'autre. J'aurais bien voulu, avant de l'embrasser, pouvoir la remplir à nouveau du mystère qu'elle avait pour moi sur la plage, avant que je la connusse, retrouver en elle le pays où elle avait vécu auparavant. À sa place, du moins, si je ne le connaissais pas, je pouvais insinuer tous les souvenirs de notre vie à Balbec, le bruit du flot déferlant sous ma fenêtre, les cris des enfants. Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir au pied des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées, je dus me dire, enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres pendant le cours de notre existence ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrais-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurais amené dans ce plan nouveau, où j'aurais enfin de lui la connaissance par les lèvres. Je me disais cela parce que je croyais qu'il ait une connaissance par les lèvres. Je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine. Je ne sais pas si c'est pas Deleuze qui avait fait un inventaire de tous les animaux servant de métaphore dans la recherche. Et là, le petit oursin tout piquant et la grosse baleine, quelle convergence dans le même syntagme pour créer cet effet de métaphore. Parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels, et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent, il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de cornes, ni l'oursin ni la baleine n'en disposant d'ailleurs. Mais les lèvres, faites pour amener au palais la saveur de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir, car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules,
Le regard, puis l'odorat, les ont abandonnés depuis longtemps. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci, se déplaçant, virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra dans ses gros grains une robustesse qui modifia le caractère de la figure. Les dernières applications de la photographie, qui couchent au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parurent si souvent de près, presque aussi hautes que les tours, font successivement manœuvrer comme un régiment, par file, en ordre dispersé, en masse serrée. Les mêmes monuments rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la Piazzetta, tout à l'heure si distante, éloignent l'approche salute, et dans un fond pâle et dégradé réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont, dans l'embrasure d'une fenêtre, entre les feuilles d'un arbre situé au premier plan, et d'un ton plus vigoureux, donnent successivement pour cadre à une même église les arcades de toutes les autres. Je ne vois que cela qui puisse, autant que le baiser, faire surgir de ce que nous croyons une chose à aspect défini, laissant autre chose qu'elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Bref, de même qu'à Balbec, Albertine m'avait souvent paru différente, maintenant, comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne dans nos diverses rencontres avec elle, j'aurais voulu les faire tenir en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l'individualité d'un être et tirer les unes des autres comme d'un étui toutes les possibilités qu'il enferme. Dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue, c'est 10 Albertines que je vis. Cette seule jeune fille était comme une déesse à plusieurs têtes, celle que j'avais vue en dernier. Si je tentais de m'approcher d'elle, faisait place à une autre. Du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, cette tête, je la voyais, un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi, mais hélas, car pour le baiser, nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres mal faites. Tout d'un coup, mes yeux cessèrent de voir. À son tour, mon nez s'écrasant, n'aperçut plus aucune odeur, et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j'appris à ces détestables signes qu'enfin j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine. Alors évidemment, passage légendaire que cette façon de la phrase de s'approcher du visage et de changer l'échelle de ce qui est perçu et comment, par le simple fait de se rapprocher, le visage lui-même change. Mais le curieux, c'est que pour raconter ça, Proust prend la photographie et il reprend quelque chose déjà exploré dans Elstir pour la photographie, dans l'art du cadrage. Une personne qui travaille sur Eugène Hadget dans là, mes petits fidèles des échanges quotidiens. Mais c'est aussi la façon de Monet de travailler dans ses séries sur la cathédrale de Rouen, comment le cadrage peut changer l'espacement entre les maisons qui vont jusqu'à la cathédrale et la taille relative de la cathédrale par rapport à ces maisons. Et on va partir dans un nouveau passage où là, cette fois-ci, Albertine, encore elle, mais on n'a pas sollicité son accord. Elle dort. Est-ce que c'est la même chose ? La recherche ne pose pas la question. On y va. Moi qui connaissais plusieurs Albertines en une seule, il me semblait en voir bien d'autres encore reposées auprès de moi. Ses sourcils, arqués comme je ne les avais jamais vus, entouraient les globes de ses paupières comme un doux nid d'alcyon. Des races, des atavismes, des vices reposait sur son visage. Chaque fois qu'elle déplaçait sa tête, elle créait une femme nouvelle, souvent insoupçonnée de moi. Il me semblait posséder non pas une, mais d'innombrables jeunes filles. Sa respiration, peu à peu plus profonde, soulevait maintenant régulièrement sa poitrine, et par-dessus elle, ses mains croisées, ses perles, déplacées d'une manière différente par le même mouvement, comme ces barques, ces chaînes d'amarre que fait osciller
regarder le mouvement du flot. Alors, sentant que son sommeil était dans son plein, que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément, je sautais sans bruit sur le lit. Je me couchais au long d'elle. Je prenais sa taille d'un de mes bras. Je posais mes lèvres sur sa joue et son cœur. Puis, sur toutes les parties de son corps, posais ma seule main restée libre et qui était soulevée aussi comme les perles par la respiration d'Albertine. Moi-même, j'étais déplacé légèrement par son mouvement régulier. Je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais pour cela besoin de nul mouvement. Je faisais pendre ma jambe contre la sienne comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareille au battement intermittent de l'aile qu'ont les oiseaux qui dorment en l'air. Je choisissais pour la regarder cette face de son visage qu'on ne voyait jamais et qui était si belle. On comprend, à la rigueur, que les lettres que vous écrit quelqu'un soient à peu près semblables entre elles et dessinent une image assez différente de la personne qu'on connaît pour qu'elle constitue une deuxième personnalité. Mais combien il est plus étrange qu'une femme soit accolée, etc. Et dans cette remémoration, l'exercice que je m'étais imposé de dire quelles seraient les 3 scènes les plus crues dont tu te souviennes dans la recherche, il y avait ce morceau d'Albertine disparue, qui est un livre pas évident, parce qu'il commence par un artifice. C'est-à-dire, la question, c'est que dans La prisonnière, on séquestre. On séquestre, on est fusionnel, et la jalousie devient un monde indémêlable. Mais pour aller plus loin et travailler la relation elle-même, ou la nature de la jalousie elle-même, il faut arriver à la travailler en dehors des êtres. Et donc, au début d'Albertine disparue, la pauvre Albertine, qui fait du cheval, dans une maison en Touraine, allez, disons vers Loches par là-bas, prend une branche dans la figure, c'est atroce, elle meurt. Mais c'est tellement artificiel qu'on ne peut pas y croire. Simplement, c'est comme si on avait pris le personnage d'Albertine, qu'on le tirait à l'écart du livre, et qu'on retravaille la même chose. Et vient cet étrange moment où le narrateur continue d'explorer sa jalousie, mais sans le personnage qu'il a créé. Et dans ce passage, il donne mandat à un espèce de personnage véreux, aimé. Il s'appelle l'ancien chef de salle au restaurant de Balbec pour aller enquêter en Touraine. Et ce type envoie des lettres, et le narrateur ne peut jamais démêler si ce André, qu'il sait un personnage louche, véreux, invente des choses parce qu'il sait que ça va faire mal au narrateur à cet endroit-là et donc obtenir plus d'argent pour continuer son enquête, ou si effectivement ça témoigne de choses qui sont... Est-ce que c'est la vie d'Albertine ou est-ce que c'est ce que lui projette de la vie d'Albertine? Et c'est cette ambivalence qui crée ce qu'il y a de bien dans cette espèce de creux provisoire d'Albertine disparue, mais creux qui sert à quoi? Bien justement à ouvrir au dernier grand coup de gong en 2 parties, le narrateur qui retourne à Combray, mais cette fois chez Gilberte, et puis évidemment la dernière soirée chez le prince de Guermantes. Le lendemain vint une lettre dont l'enveloppe suffit à me faire frémir. J'avais reconnu qu'elle était d'Aimé, car chaque personne, même la plus humble, a sous sa dépendance ces petits êtres familiers, à la fois vivants et couchés dans une espèce d'engourdissement sur le papier, les caractères de son écriture que lui seul possède. D'abord, la petite blanchisseuse n'a rien voulu me dire. Elle assurait que madame Albertine n'avait jamais fait que lui pincer le bras. Mais pour la faire parler, je l'ai emmenée dîner, je l'ai fait boire. Alors, elle m'a raconté que mademoiselle Albertine la rencontrait souvent au bord de la Loire quand elle allait se baigner. Que mademoiselle Albertine, qui avait l'habitude de se lever de grand matin pour aller se baigner, avait l'habitude de la retrouver au bord de l'eau, à un endroit où les arbres sont si épais que personne ne peut vous voir. Et d'ailleurs, il n'y a
personne qui peut vous voir à cette heure-là. Puis la blanchisseuse amenait ses petites amies et elles se baignaient, et après, comme il faisait très chaud déjà là-bas, et que ça tapait dur sous les arbres, elles restaient dans l'herbe à se sécher, à jouer, à se caresser. La petite blanchisseuse m'a avoué qu'elle aimait beaucoup à s'amuser avec ses petites amies, et que voyant mademoiselle Albertine qui se frottait toujours contre elle dans son peignoir, elle le lui avait fait enlever, et lui faisait des caresses avec sa langue le long du cou et des bras, même sur la plante des pieds que mademoiselle Albertine lui tendait. La blanchisseuse se déshabillait aussi, et elle jouait à se pousser dans l'eau. Là, elle ne m'a rien dit de plus, mais tout dévoué à vos ordres, et voulant faire n'importe quoi pour vous faire plaisir, j'ai emmené coucher avec moi la petite blanchisseuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fît ce qu'elle faisait à mademoiselle Albertine quand celle-ci ôtait son costume de bain, et elle m'a dit si vous aviez vu comme elle frétillait, cette demoiselle. Elle me disait « Ah, tu me mets aux anges !» Et elle était si énervée qu'elle ne pouvait s'empêcher de me mordre. J'ai vu encore la trace sur le bras de la petite blanchisseuse. Et je comprends le plaisir de mademoiselle Albertine, car cette petite-là est vraiment très habile. Voilà, petites incursions dans Proust, charnel. À la prochaine.